Si le soir, loin des regards, certains journalistes en bons courtisans dînent au club Le Siècle, en compagnie de prédateurs du monde économique, pas une journée ne passe sans qu'un Pujadas, Zemmour, Le Chypre, Seux, Dose ou Brunet, chantres du libéralisme ne sévissent dans les médias, toujours avec cette éternelle connivence idéologique au service du libéralisme. Pour se faire une opinion, sans doute, ces 2 minutes, véritable calvaire pour le système auditif, sont nécessaires. Les images de ce cadre de Air France, le directeur des ressources humaines, reparti sans chemise, ont fait le tour des médias européens. Le site du Parisien nous explique que ces médias étrangers sont stupéfaits par ces images. Quelle entreprise peut s'offrir le luxe de perdre ses clients, de l'argent et sa réputation dans une conjoncture aussi favorable? Aucun. Que faire? Je vous assure qu'on hésite entre les larmes et la colère quand on regarde ça. C'est tellement symbolique de la maladie française. On sait qu'à Marseille, sur le port de Marseille, on sait qu'à Amiens, dans l'industrie du pneumatique, les syndicats obtus ont tué des activités. Et là, pas les mêmes syndicats. En 2015, on assiste au même réflexe corporatiste. La séquestration est une spécificité française, mais ce que nous vivons, c'est un cas à part. C'est à Amiens, en Picardie, dans une culture de Maxime Grémez, de Michael Wamen. Ce concours, entre guillemets, les ravisseurs. Ce concours, entre guillemets, les ravisseurs, en tout cas les salariés qui ont participé à cette opération, on parle de 10 ans de prison, c'est ça, donc maximum. Plus de 7 jours, c'est 20 ans. Oui. Moins de 7 jours, c'est correctionnel, c'est 5 ans. C'est ça. Pourquoi la justice ne poursuit quasiment jamais? Parce que les employeurs ne déposaient pas plainte. Dominique Seul, la justice a donc condamné hier 8 ex-salariés de Goodyear à 9 mois de prison pour avoir séquestré 2 cadres de l'entreprise. Est-ce choquant? Non, je ne crois pas. Sur le principe, nous sommes dans un état de droit. Le tribunal correctionnel d'Amiens a appliqué le droit, tout le droit, rien que le droit. Tout le monde se souvient de la dureté du conflit et de l'attitude jusqu'au boutiste de la CGT d'Amiens. Actions violentes, menaces, intimidations, agressions. Finalement, si vous regardez l'affaire Conti, par exemple, ça n'a pas donné grand-chose. Conti, c'était donc à Compiègne, c'était la destruction d'une sous-préfecture. Qu'est-ce qui se passe quand une usine ferme? Déjà, généralement, on le sait longtemps à l'avance. Voilà. Et là, en l'occurrence, ils le savent depuis longtemps. On leur a proposé... Il y a eu des décisions. Voilà, des décisions. On leur a proposé des indemnités très confortables il y a 1 an qu'ils ont refusé. Et maintenant, ils voudraient les récupérer. 100 000 euros par salarié, je crois que j'ai entendu. C'est absolument énorme. Déjà, ils n'appartiennent pas au même monde. Ils ne connaissent pas cet univers. Ils ne connaissent pas les préoccupations, la vie quotidienne de ces ouvriers, de ces salariés qui justement, eux, galèrent aussi. Ils ne s'indignent pas, ces chroniqueurs, ces journalistes, ces animateurs, ils ne s'indignent pas de la violence qui est faite à l'égard des ouvriers et des salariés, de la violence qui est faite par les entreprises, qui est créée par ces entreprises. Moi, ce qui me frappe beaucoup, parce que je commence à prendre de l'âge comme journaliste, c'est que, en parallèle avec l'évolution du capitalisme, où on bascule vers un capitalisme anglo-saxon, il y a de moins en moins de pluralisme dans le traitement de l'économie. Je vous rappelle qu'autrefois, les grands journaux avaient des services économiques, mais aussi des services sociaux, avec des journalistes qui allaient suivre les conflits, qui connaissaient l'histoire du syndicalisme. Et la crispation va se faire à partir du moment où les mobilisations sociales démarrent, à partir du moment où les grèves démarrent, et à partir du moment, surtout, où les ouvriers bloquent des usines, à partir du moment où, comme ils disent, on séquestre des patrons. C'est là que tout va changer, et là, il va y avoir vraiment une seule ligne dans les médias qui va ressortir. Et le paradoxe, c'est que la presse ne parle jamais de cette tyrannie exercée par le capital sur le travail. Et on est donc, du coup, dans le flux des informations, on ne retient que l'image de la violence, sans montrer l'autre violence qui est à l'origine de tout. Les ouvriers, les salariés, quand ils se mobilisent, deviennent des preneurs d'otages. Alors déjà, quand ils font des grèves et qu'ils bloquent pendant une journée quelques gares de RER, c'est la galère, entre guillemets, pour les usagers. Mais là, pour le coup, c'est des vrais preneurs d'otages, voire même parfois des terroristes. Franz-Olivier Gisbert les avait comparés à Daesh, il faut bien s'en rappeler. Oui, donc ce qui est très inquiétant, c'est... donc le Conseil national de la résistance édicte un principe, une ambition,
juste avant la fin de la guerre, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance. Et donc en application de ce principe, toute la presse et la Libération se fondent dans des modalités juridiques distinctes, mais pour être une presse indépendante. On peut aussi s'interroger sur qui produit l'information. Et on se rend compte que la plupart des médias privés appartiennent à des groupes. Ces groupes-là sont possédés par quelques milliardaires. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte de muraille de Chine entre les actionnaires et les journalistes, que les journalistes ne soient prisonniers que de leur propre médiocrité, ça suffit bien assez. Tout ne s'explique pas par l'appropriation privée des médias, par des groupes privés des médias, mais rien ne s'explique sans. Or, en fait, ce qu'on va vivre, ça va être progressivement, la muraille de Chine va s'effondrer. Et donc, les grands journaux indépendants vont cesser de l'être. C'est ce qu'on vit progressivement au fil des décennies, puis ça va s'accélérer à partir de 2010. Et donc, du même coup, l'aspect terrible, c'est que cette normalisation économique, la fin de l'indépendance des journaux, a conduit assez logiquement à une seconde normalisation, une normalisation éditoriale, avec des conséquences en termes de pluralisme terribles. Le propriétaire du média, il va nommer à la direction des chaînes, à la direction des journaux, des proches, des gens qui partagent ses options, qui sont idéologiquement favorables au libéralisme, au marché, etc. C'est très rare, et je crois à ma connaissance que ça n'a jamais existé, que le patron d'une grande chaîne de télévision privée ou d'un grand média privé qui appartient à un grand groupe privé soit un militant de la CGT ou de Lutte ouvrière ou du Parti communiste, que ce soit un opposant au libéralisme économique. Dans le traitement de l'économie ou de la question sociale, l'économie, c'est pas une science exacte. L'économie, c'est une branche des sciences sociales dont la richesse ne dépend que du pluralisme de ses approches. Et donc, a fortiori en économie, il devrait y avoir une obligation de la part des journalistes à donner des points de vue multiples. Et quand il y a un conflit social, donner les sons de cloche différents. Or, ce qui est très très inquiétant, c'est que vous vous rendez compte que l'une des conséquences de cette normalisation économique, qui débouche sur une normalisation éditoriale, c'est qu'il n'y a en économie qu'un seul point de vue progressivement dans les grands médias qui s'est imposé, qui est le point de vue libéral ou néolibéral. Le débat se fait entre un libéralisme de droite, un vrai libéralisme, et un libéralisme plus modéré, avec quelques nuances, etc. Et là, on n'est plus dans le rôle du journalisme, souvent, malheureusement, dans le rôle du journalisme qui éclaire le citoyen pour qu'il lise, qu'il comprenne la complexité. On est dans l'instantané, dans le flux, et c'est ça la caricature de l'information que sont souvent les chaînes en continu, et donc on est dans le sensationnel, et donc il ne reste du conflit social que la soi-disant violence. On se rappelle par exemple de Xavier Mathieu face à David Pujadas sur France 2, et David Pujadas qui appelait au calme, demandait à Xavier Mathieu de se calmer et de calmer ses troupes, entre guillemets. Mais jamais David Pujadas demande à Pierre Gattaz de calmer ses troupes, de calmer les entreprises dans la casse sociale. Donc on a bien un deux poids deux mesures qui s'illustre simplement par le fait que ces journalistes-là, c'est pas tous les journalistes, mais ceux que l'on voit, eh bien, appartiennent au même monde que ces chefs d'entreprise, que les politiques qu'ils interrogent, parce qu'ils ont été dans les mêmes écoles, parce qu'ils ont des revenus à peu près similaires. Voilà, ils les côtoient, Et ce qui est terrible, c'est que si vous voyez cette normalisation, c'est pas seulement la presse détenue par les milliardaires, qui est maintenant la presse majoritaire, c'est qu'aussi le service public est comme ça. On aurait pu penser que le service public soit un lieu sanctuarisé, à l'abri de ses pressions. Or, qui fait les éditos économiques sur le service public? C'est un journaliste des Échos qui fait l'édito économique sur France Inter, même chose sur France Culture. Et puis je ne parle même pas du 20h de France 2 avec
Pujadas, c'est l'anglais. C'est une sorte de raz-de-marée libéral sans arrêt. Hein. La loi El Khomri commence à être débattue. Ils arrivent avec un code du travail et ça tombe sur le plateau. C'est lourd. Bon, non, on sait bien que c'est pas lourd le code du travail. C'est tout léger. Ce qui est lourd, c'est la jurisprudence, comme dans tous les codes. Hein. Pourquoi est-ce que le CNR voulait une presse indépendante? Ça procédait d'une conception républicaine ou une conception démocratique. C'est qu'il n'y a pas de démocratie forte sans les citoyens éclairés. Et il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre indépendante. Hein. Je vous renvoie à des très beaux discours de Victor Hugo à la Constituante en 1848, disant que le droit de vote ne vaut rien si en même temps il n'y a pas la liberté de la presse, parce qu'on ne peut pas exercer son droit de vote si on n'est pas informé des évolutions de la cité. Donc c'est en ça que c'est très très grave, c'est que la maladie le manque d'indépendance de la presse, la maladie qui pèse sur la presse, c'est en fait une maladie de la démocratie, c'est un danger. L'opération de prédation des milliardaires sur la presse est une opération de prédation sur la démocratie.